Association Patrimoine Estrie est fière de vous présenter le vidéo résumé de la saison 2024, soit l'exposition sur la prohibition. Mais qu'est-ce que la prohibition? La prohibition fut en fait une époque où, à partir de 1920, pour différents endroits au Canada et aux États-Unis, le contrôle de la circulation de toute boisson alcoolisée était soumise à des lois bien strictes. Ces lois, à intensité variable, étaient en application dans certains cas pour le pays au complet comme les États-Unis et dans le cas du Canada, dans certaines provinces et même dans certains comtés, les lois étaient différentes d'un endroit à l'autre. Ces mêmes lois s'appliquaient sur tout le contrôle de la boisson, donc on parle donc de la production, de la vente, de la distribution et de la consommation de toute boisson alcoolisée. La prohibition visait donc à interdire toute consommation, production, vente ou distribution de toute boisson alcoolisée. Aux États-Unis, la prohibition était complète, donc aucune exception n'était acceptée. Donc à partir de 1920, tous les États-Unis au complet n'avaient aucun droit de possession, consommation ou production ou vente d'aucune boisson alcoolisée que ce soit, et ce fut le cas jusqu'en 1933. Par contre, au Canada, la situation était différente. Certaines provinces avaient déjà une prohibition partielle, plus ou moins complète, dès 1917 ou 1921. Dans l'Ouest canadien, plusieurs provinces ainsi que dans les maritimes avaient déjà instauré plusieurs lois visant à restreindre la consommation de boissons alcoolisées. Quel était le but de cette loi? On sait qu'à ce moment, plusieurs jeunes gens et hommes de famille, lorsque la journée de la paye arrivait, malheureusement, se rendaient à l'hôtel le plus proche pour consommer de la boisson. Et les familles, les femmes et les ménages et les enfants se retrouvaient souvent sans le sou et ayant beaucoup de difficultés à nourrir la famille. De là, la naissance de la Ligue de tempérance. Et ces ligues de tempérance se retrouvèrent sous différentes formes dans différents endroits de l'Amérique du Nord. On peut parler, par exemple, des lacordaires, qui étaient une forme de ligue de tempérance, qui prônait la modération et l'abstinence de consommation de boissons. Et tout ça était dans le but, bien sûr, d'aider les familles à pouvoir avoir un petit peu plus d'argent et pouvoir nourrir leur famille de façon décente, et aussi de limiter les actes de violence et les actes un peu plus répréhensibles posés par certains gens en état d'ébriété. C'est donc le 17 janvier 1920 que la loi sur la prohibition entre en vigueur sur le territoire complet des États-Unis. À partir de cette date, toute personne en possession de boissons, que vous soyez un distributeur, un vendeur, un restaurant, un hôtel, une brasserie, se retrouve dans une situation illégale. Ce qui met donc en place plusieurs situations cocasses où tous les gens en possession de boissons essaient de s'en départir de tous les moyens possibles, que ce soit en le déversant dans les lacs, les rivières, les égouts ou même en brisant les bouteilles ou les barils en pleine rue. Suite à l'entrée en vigueur de cette loi, toute une économie souterraine vit le jour, ce qui créa donc toute une industrie de contrebande, de fabrication, de livraison, de distribution et de vente de boissons alcoolisées à travers les États-Unis, mais aussi à travers le Québec et le Canada.
Et au Canada, comme les lois étaient beaucoup plus flexibles au niveau de la prohibition et surtout au niveau de la province du Québec où celle-ci s'appliquait et différenciait de comté en comté, cela donna naissance à une contrebande de frontières entre les États-Unis et le Canada. Donc, on tentait sa chance l'été sur les lacs et les rivières et même l'hiver lorsque la glace était gelée. On tentait aussi sa chance à pied, bien sûr, et pour ne laisser aucune trace, on avait même inventé les fameux cow shoes. Ces souliers, en fait sabots, gossés à partir de bois qu'on avait sous la main, étaient portés par les contrebandiers et attachés à leurs souliers ou à leurs bottines avec des cordes, des broches ou ce qu'on avait sous la main, afin de pouvoir masquer les semelles et ne laisser que des empreintes ou des sabots de vache qui, sous les yeux des agents de la loi, seraient tout à fait respectables. Un an après l'entrée en vigueur de la loi sur la prohibition aux États-Unis, la situation au Québec était devenue tellement hors de contrôle que la police de l'époque décida de créer une escouade dédiée au contrôle de la liqueur et de la contrebande. On créa donc la police des liqueurs. Ce corps policier provincial, qui relevait directement de la Commission des liqueurs, ancienne Société des alcools du Québec, était responsable de l'application de toutes les lois relatives à la fabrication et à la vente de tout alcool sur le territoire québécois. Elle devrait donc prendre en charge toute la contrebande et la production illégale d'alcool. Officiellement appelée service de surveillance, elle sera surnommée rapidement les liqueurs avant de prendre définitivement le nom de police des liqueurs en 1934. Elle était composée à l'époque à sa fondation de 35 agents, sous-inspecteurs et inspecteurs chargés d'enquêter, perquisitionner et aussi de procéder à des arrestations ou encore imposer des amendes. Au cours des 40 ans d'existence de la police des liqueurs, cette organisation a fait de nombreuses enquêtes et de nombreuses perquisitions au cours des années, mais une des histoires les plus connues et les plus célèbres est certainement l'histoire de la barge Tremblay. Cette fameuse barge dont la construction a été entreprise en 1914 par un certain Alphonse Tremblay de Matane a servi à plusieurs choses, mais bien sûr, entre autres choses, à la contrebande d'alcool. En novembre 1924, la barge de Tremblay est repérée sur le Saint-Laurent. On l'a dit en direction des États-Unis alors qu'elle remonte le fleuve. Les policiers de Saint-Sulpice sont alors à la poursuite et ont fait l'arrestation de la barge près de Repentigny. On est le 24 novembre 1924. On perquisitionne le bateau et on confisque plus de 2000 caisses de scotch et près de 24 000 gallons d'alcool. On arrête son capitaine, M. Tremblay, on perquisitionne une partie de l'équipage et on arrête 2 Américains. Et suite à l'enquête, 4 autres personnes seront arrêtées, dont le maître du port de Montréal, un certain M. Simon, ainsi qu'un agent de navigation, ainsi qu'un garagiste de Montréal, supposément garagiste, mais ancien employé des douanes, un M. Ludger Bryan. Durant la même période, un modeste fils de boulanger de Farnham au Québec réussit à se tirer une place de choix dans le monde de la contrebande québécoise. C'est ainsi que M. Conrad Labelle, après avoir déménagé avec sa famille à Champlain, au Vermont, voit de belles Cadillacs blanches passer par sa fenêtre. Ceci l'intrigue. Il perce le mystère rapidement
et après quelques mois, s'engouffre dans le monde de la contrebande. En seulement quelques années, il devient vite un des plus célèbres et des plus prospères bootleggers du Québec. Ainsi se hissant à la tête d'un réseau de distribution, d'informateurs et de facilitateurs à travers toute la province. Au sommet de sa gloire, il employait 800 employés, une flotte de 500 voitures, sans bien sûr oublier 3 belles goélettes. Millionnaire, mercenaire et gentleman, Conrad Labelle incarne l'image de la prohibition au Québec et ayant même été complice d'Al Capone, il fait aussi des affaires avec Queen Lil, tenancière de bordel du fameux Palace of Sin, directement sur la frontière, ainsi que plusieurs autres personnages du Québec. C'est ainsi que le 5 janvier 1933, après près de 13 ans de prohibition, la loi est retirée aux États-Unis et la vente de boissons alcoolisées est maintenant légale. Les gens s'en donnent à cœur joie. Les bars réouvrent. Les restaurants peuvent maintenant servir de l'alcool à volonté. Et comme on dit, it's business as usual.